De la résistance aux évolutions de la production alimentaire et sa déterritorialisation, sont apparues de nouvelles manières de produire de la nourriture en lien étroit avec la ville. Les acteurs qui y sont impliqués tentent de réduire les filières et de revenir à des productions locales et biologiques. Ceci passe souvent par les potagers urbains qui sont généralement exploités dans des filières domestiques pour la consommation personnelle et ou le partage. Ceci passe également par de plus grandes exploitations destinées à la vente, souvent sous forme de paniers bio. C'est le cas par exemple des AMAP ou associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il s'agit de groupes de personnes qui soutiennent un agriculteur en lui rachetant chaque semaine un panier de légumes ou de fruits. Il ne s'agit pas forcément d'agriculture urbaine, mais toujours de production locale. Cela fonctionne de manière solidaire en partageant l'abondance, comme l'a dit Z. Les membres ont des devoirs et respectent certaines règles. Par exemple, ils participent souvent à la distribution et à la confection des paniers. Dans cette configuration, nous sommes dans des filières marchandes, à circuit court, avec des acteurs du premier niveau. Ces nouvelles formes de production de nourriture en lien étroit avec la ville constituent pour nombre d'entre elles des communs tels que nous l'avons défini au début de ce cours. Ici, cette ressource qu'est la nourriture fait en effet l'objet d'une gestion commune et partagée par des groupes de citoyens. Cette forme de commun urbain est certainement la plus visible de toutes, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle se distingue spatialement et morphologiquement du reste de la ville. Ensuite, parce qu'elle est tout simplement tendance et qu'elle fait l'objet d'une couverture médiatique importante, car elle nourrit les débats contemporains sur le développement et sur la construction d'alternatives aux méfaits de la mauvaise alimentation, aux produits chimiques et à la destruction de l'environnement. Même si ces formes sont nouvelles pour certaines, la production de nourriture par les communs dans la ville n'est pas une nouveauté. Elle a toujours existé, non seulement dans les sociétés dites traditionnelles, mais elle a aussi accompagné les grandes étapes des changements de mode de production dans les pays dits industrialisés. Cependant, les conditions et les raisons de leur apparition, de leur présence et de leur maintien ou non varient d'un contexte à un autre et d'une ville à l'autre. Dans ce qui suit, je vous propose d'illustrer par quelques exemples les 4 raisons principales que nous avons identifiées, à savoir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, la subsistance et la résistance en temps de crise, et enfin l'idéologie. Commençons donc par l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Ces 2 éléments ont conditionné pendant des millénaires les modes de production de nourriture. D'abord à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle des villes et des États. À Venise, par exemple, la sécurité alimentaire a toujours été une préoccupation de cette ville-État insulaire. Elle s'est essentiellement basée sur les échanges commerciaux supralocaux, mais aussi sur des formes de production locales visant à assurer un minimum d'autosuffisance. Il s'agit avant tout de l'agriculture urbaine pratiquée depuis toujours et particulièrement par les communautés religieuses. Les moines pratiquaient une culture maraîchère et d'élevage de porcs et de poulets à l'intérieur même de la ville. Ils servaient avant tout à la consommation des monastères, mais aussi à la vente. À côté de cela, il y a à Venise l'exploitation commune des ressources de la lagune. En effet, la pêche a toujours fait l'objet d'une réglementation et d'une régulation et d'une gestion collective afin de préserver les quantités de poissons disponibles sur un temps long. Mais surtout pour éviter l'envasement de la lagune à cause des techniques de pêche traditionnelles qu'on peut voir sur l'image. Le second exemple de l'autosuffisance est celui de Cuba. Suite à l'embargo américain, mais aussi à la perte de son principal client et fournisseur après la chute du bloc soviétique, à savoir l'URSS, Cuba a dû trouver des modèles alternatifs de production de l'alimentation. La Havane est aujourd'hui un modèle de production agricole urbaine et biologique. Ces coopératives agricoles ou fermes urbaines nommées organoponicos sont gérées de manière collective et constituent des communs à part entière, malgré le fait qu'ils soient à la base une initiative de l'État communiste qui joue encore un rôle important dans la régulation. Le second point est celui de la lutte contre la pauvreté.
Les jardins collectifs ont souvent été créés ou utilisés par les populations les moins favorisées. Ils existaient en Europe sous le terme de jardins ouvriers. À Berlin, par exemple, les usagers de ces jardins s'auto-appelaient les cultivateurs citoyens. Ils étaient au nombre de 40 000 en 1900. Il s'agissait essentiellement d'ouvriers, d'artisans et de salariés à bas revenus. Aux États-Unis, ces jardins collectifs vont devenir non seulement des espaces de subsistance et d'autosuffisance pour les populations marginalisées, mais se structureront comme des lieux d'émancipation et de responsabilisation, autrement dit d'empowerment, pour mener ces populations à sortir de leur pauvreté. C'est notamment le cas des jardins de Hull House à Chicago, créés par le prix Nobel de la paix Jane Addams. L'agriculture urbaine y est vue non seulement comme un vecteur d'empowerment, mais aussi un moyen d'intégration des populations d'origines diverses dans un projet commun qui contribue à construire ce que Jane Addams appelle le cosmopatriotisme. Condition essentielle d'après elle de la construction d'une citoyenneté partagée qui assurerait le respect mutuel dans des villes de plus en plus cosmopolites. Le troisième point que nous avons identifié est celui de la subsistance en cas de crise. En effet, les crises, qu'elles soient économiques, politiques, sécuritaires ou autres, sont souvent des moments de retour à la solidarité et à l'action collective. La production alimentaire n'échappe pas à cette règle. De nombreux communs se sont construits dans ce type de situation. C'est le cas notamment après les différentes crises économiques qui ont touché les États-Unis ou encore pendant les 2 guerres mondiales en Europe. Enfin, ces communs sont parfois une construction purement idéologique, soit en rassemblant un groupe de personnes partageant une même vision du monde autour de la production alimentaire. C'est le cas par exemple des activistes cultivateurs qui ont fleuri après 1968 avec des mouvements comme Green Guerrilla. Soit cela est organisé plus largement dans des programmes de développement avec une construction idéologique, politique et économique. C'est le cas par exemple des villages socialistes de l'Algérie indépendante. Afin de lutter contre la propriété privée tout en développant l'agriculture du pays, l'Algérie a créé avec la révolution agraire des coopératives agricoles structurées autour d'un programme de 1000 villages socialistes. Dans ces communs, nous sommes dans une logique marchande, mais avec un contrôle total de la part de l'État qui réduit les libertés d'action et d'auto-organisation propres aux communs que nous souhaitons mettre en avant dans ce cours. Il s'agit néanmoins d'un cas intéressant car il propose un modèle alternatif de développement de l'agriculture qui a créé à son époque un mouvement collectif national suscitant un intérêt commun pour la révolution agraire et qui a contribué à façonner le territoire par la création de villages agricoles qui sont devenus aujourd'hui des villes à part entière. Dans la pratique, les 4 points que nous avons évoqués se croisent et se complètent. Dans une même communauté, il peut y avoir plusieurs motivations collectives et plusieurs motivations individuelles. C'est justement le propre des communs qui se construisent aujourd'hui autour de l'agriculture urbaine. Il y a parfois une volonté d'autosuffisance pour certains, de sécurisation alimentaire pour d'autres, de réponse aux temps de crise économique que nous vivons ou sécuritaires que certains pays vivent, ainsi que des positions idéologiques, anticapitalistes, anti-OGM, etc. Enfin, il y a aussi simplement le plaisir de jardiner, seul ou en communauté, et de produire ses propres fruits et légumes.